Donc, cœur et cancer sont les deux premières causes de mortalité à travers le monde lorsqu'on s'affranchit de la mortalité infantile en dessous de l'âge de 5 ans dans les pays émergents. Cœur et cancer sont responsables de 70% des décès à travers le monde, et c'est d'autant plus élevé dans les pays du Nord. Et les pathologies cardiovasculaires représentent la première cause de morbidité à travers le monde, car on vit souvent longtemps lorsqu'on a présenté une pathologie cardiovasculaire aiguë ou chronique. En termes d'épidémiologie, voici les chiffres français fournis par l'INCa de 2019. Le nombre de cancers s'élève, de nouveaux cancers par an en 2019 s'élevait à 204 000 cancers pour les hommes et 177 pour les femmes. Donc près de presque 400 nouveaux cas par an, avec essentiellement le cancer du sein chez la femme, le cancer colorectal également représenté dans les deux sexes, et le cancer de la prostate pour l'homme, avec d'autres cancers, type cancer bronchopulmonaire. Donc en fait, nous sommes en train de vivre une transition épidémiologique où finalement l'incidence des événements cardiovasculaires est en train de diminuer. Le vieillissement de la population se poursuit avec une augmentation de l'espérance de vie, et le nombre de nouveaux cas de cancer par an ne cesse de croître. Donc nous avons une transition épidémiologique par rapport à ce que nous avons connu à la fin des années 80 ou 90. Alors il y a des interactions, puisque nombre de facteurs de risque cardiovasculaire sont des facteurs de risque de cancer. Il y a bien sûr le tabac, mais il y a aussi la sédentarité, l'obésité, le diabète. Que des facteurs de risque cardiovasculaire peuvent donner lieu à des maladies cardiovasculaires, c'est heureusement pas toujours le cas. Que des cancers donnent lieu à des traitements à visée oncologique et hématologique qui sont pour certains des facteurs de risque cardiovasculaire à proprement parler, puisqu'ils confèrent un surrisque d'événements cardiovasculaires, qu'il s'agisse d'athérosclérose, mais aussi de troubles rythmiques ou d'autres pathologies. Donc le phénotype est assez varié. Et il y aurait entre cancer et maladies cardiovasculaires des liens épidémiologiques assez forts, avec davantage d'insuffisance cardiaque chez les patients qui ont un cancer, et également des données préliminaires et qui sont pour l'instant un peu contradictoires, mais quelques hypothèses sont en train d'être validées entre l'insuffisance cardiaque pouvant être pourvoyeuse de cancer, et notamment de cancer colique. Alors, bien sûr, on connaît les chimiothérapies classiques, la radiothérapie. Au cours de ces 15 dernières années, il y a une révolution thérapeutique en oncologie et en hématologie qui est majeure, avec premièrement l'avènement de ces thérapies ciblées, donc des anticorps monoclonaux qui ciblent soit un ligand, soit un récepteur, ou bien des molécules de petite taille que l'on prend par voie orale, qui vont aller cibler les voies des tyrosine kinases, plus ou moins multipotentes, et qui pour certaines sont potentiellement cardiotoxiques. Par exemple, lorsqu'il s'agit d'inhibiteurs de tyrosine kinase avec une activité anti-VEGF, c'est-à-dire facteur de croissance endothéliale, eh bien, il peut y avoir un impact à la fois en clinique, mais aussi sur le plan expérimental, sur l'endothélium, la rigidité vasculaire, et tout ça sera évoqué ultérieurement. D'autres inhibiteurs tyrosine kinase ont l'effet d'allonger par exemple le segment QT et sont potentiellement pourvoyeurs de torsades de pointe. Autres encore peuvent être pourvoyeurs de fibrillation atriale ou encore d'hypertension artérielle sans forcément qu'il y ait une action via le VEGF. Donc vous voyez que toute cette arsenal thérapeutique qui est en pleine expansion en fait apporte et nous confronte à des complications cardiovasculaires que l'on ne connaissait pas avec les chimiothérapies classiques ou avec la radiothérapie, et auxquelles il faut commencer à se familiariser, que l'on soit médecin généraliste, interniste, urgentiste, cardiologue, médecin vasculaire, oncologue ou hématologue. Alors, ces deux personnes ont un rôle fondamental en médecine, peut-être que certains d'entre vous les reconnaissent. Il s'agit des professeurs Allison et du professeur Bonjo. Donc, le professeur Allison qui a découvert le rôle capital du PD1 dans l'échappement tumoral à l'immunité naturelle médié par les CD8,
et le professeur Onjo qui a fait des découvertes capitales sur le CTLA4. Et ça leur a valu un prix Nobel de médecine et de physiologie juin en 2018, il y a maintenant 2 ans. Et donc, ce qu'ils ont découvert, c'est que normalement, nous avons des lymphocytes T avec une reconnaissance, une activation via la cellule dendritique des lymphocytes T, avec ce qu'on appelle un checkpoint, c'est-à-dire une voie de passage qui est le CTLA4. Et ensuite, lorsque le lymphocyte T a été activé, la possibilité d'éventuellement attaquer la cellule tumorale via une voie de passage qui est le PD1 et le ligand qui est le PDN1. Eh bien, que font certaines tumeurs? Elles arrivent à échapper à l'immunité naturelle des patients en activant les CTLA4 et les PD1. Et la découverte d'anticorps monoclonaux qui ciblent PD1, qui ciblent CTLA4 et qui les inhibent, vont aller désinhiber l'inhibition naturelle et donc va donner lieu non seulement à une action antitumorale via les lymphocytes T, avec des résultats, vous allez voir, assez spectaculaires dans certaines pathologies qui, jusqu'à il y a quelques années, condamnaient inéluctablement les patients. Mais bien sûr, c'est aussi un modèle expérimental d'auto-immunité, puisque ces lymphocytes CD8 ne sont pas uniquement dirigés contre les cellules tumorales. Voilà un petit peu comment ça se passait. Donc ça, c'est un schéma. Comment ça se passait lorsqu'on avait certains cancers stade 4, c'est-à-dire que vous aviez des patients qui avaient une première ligne thérapeutique qui mouraient, deuxième ligne thérapeutique mouraient un peu moins, et puis troisième ligne thérapeutique. Et dans ces cancers-là, lorsqu'ils étaient au stade métastatique, vers 2 ans, malheureusement, tous les patients décédaient. Eh bien, les immunothérapies ont complètement changé le paradigme de certaines maladies au stade métastatique qui auparavant étaient mortelles dans 100% des cas dans un délai assez bref. Dans les mélanomes malins, 80% des patients étaient décédés à 12 mois et ce quel que soit leur âge. Eh bien maintenant, vous voyez que grâce à ces immunothérapies qui ciblent soit PD1 pour ce qui est du nivolumab, soit CTLA4 pour ce qui est de l'ipilimumab, eh bien, en fait, bien sûr, il y a une mortalité de l'ordre de 50 à 60% dans les premiers mois, et puis ensuite des patients qui se stabilisent. Et c'est surtout le cas lorsque les patients reçoivent du nivolumab et de l'ipilimumab, c'est-à-dire une bithérapie qui cible à la fois PD1 et CTLA4. Alors, bien sûr, ça a considérablement changé le pronostic de ces maladies. C'est vrai aussi dans le cancer rénal à cellule claire, c'est vrai aussi dans certains cancers bronchopulmonaires. Et le nombre d'indications à l'immunothérapie est croissante, avec une arrivée prochaine également dans la prise en charge des cancers du sein qui expriment PD1. Et donc avec un changement de paradoxe, c'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, vous avez des patients qui viennent d'être diagnostiqués avec ces maladies autrement mortelles à très courte échéance, avec des échappements aux différentes lignes et qui finissaient inéluctablement par décéder, avec en fait une certaine proportion des patients, maintenant on a des données jusqu'à 5 ans, qui pour 30% d'entre eux vont vivre jusqu'à 3 à 5 ans, libres de maladie, avec parfois des résultats spectaculaires, c'est-à-dire qu'on ne voit plus dans leur imagerie nucléaire, notamment de fixation pathologique avec une disparition complète des métastases chez des patients qui sont très bons répondeurs. C'est vrai que pour toutes nos spécialités et en médecine, il y a un changement de paradigme tel en oncologie, en hématologie, qu'il nous est parfois difficile d'avoir le dialogue que l'on avait notamment chez un patient qui présente un problème aigu, sévère, qui nécessite par exemple une admission en réanimation. Quel est le pronostic? Quelle est la médiane de survie de ce patient? Eh bien malheureusement, parfois, quand on est là, il est difficile de répondre, parce que soit le patient décédera à 3 mois, soit certains d'entre eux seront vivants jusqu'à 3-5 ans avec une qualité de vie tout à fait satisfaisante, avec la possibilité de travailler. Donc il faut vraiment être conscient de ça, de la révolution qu'est en train de vivre la médecine en termes de progrès thérapeutique en oncologie et en hématologie, parce que ça change considérablement les choses en termes de risques compétitifs, notamment avec les maladies cardiovasculaires. Alors, s'il y a une revue que je vous invite à lire, c'est celle-ci qui avait été écrite par Javid Mosley en décembre 2016, qui travaille à Nashville, Tennessee. Et même si elle date un petit peu dans la mesure où tous les ans aux États-Unis, 100 nouvelles molécules
ont une autorisation de mise sur le marché en oncologie, en hématologie. Donc en fait, les progrès sont tels, il y a une telle accélération que forcément en 3 ans, c'est beaucoup dans cette thématique. Toujours est-il, elle reste encore d'actualité, puisqu'elle fait bien la synthèse de ce que c'est que la cardio-oncologie. Il s'agit de patients, de patientes qui viennent avec des facteurs de risque cardiovasculaire communs, éventuellement au cancer et aux pathologies cardiovasculaires, telles le tabac, mais aussi l'obésité, la sédentarité, le diabète, qui présentent un traitement à visée oncologique ou hématologique avec potentiellement des effets toxiques cardiovasculaires, donc soit directement sur le myocyte ou alors sur l'endothélium. D'autres patients qui, du fait de leur maladie cardiovasculaire, de leur maladie oncologique, peuvent avoir une atteinte directe au niveau de leur système cardiovasculaire. C'est surtout le cas des patients qui ont des gammopathies monoclonales, les myélomes avec les amyloses type AL. Je ne vais pas m'apesantir, mais tout patient qui a une imagerie compatible avec une amylose et un pic monoclonal avec ou sans myélome et qui a un certain âge, il faut s'assurer que ce ne soit pas une amylose TTR parce que le traitement est complètement différent. D'autres patients qui ont des tumeurs carcinoïdes du Graal qui peuvent donner lieu à des lésions valvulaires directes et puis plus rarement des tumeurs directes cardiaques. Et des stratégies qui sont communes, qui sont les stratégies de réduction du risque cardiovasculaire. C'est-à-dire, ce qui est vraiment important, c'est que même lorsqu'un patient a un cancer stade métastatique, il est toujours temps d'arrêter son intoxication tabagique. Il faut bien sûr ne pas arrêter les statines. On sait très bien que chez les patientes qui ont un cancer du sein, lorsqu'on arrête les statines qu'elles prenaient préalablement, eh bien, elles ont plus d'événements cardiovasculaires. Il faut essayer de favoriser la poursuite d'une hygiène de vie satisfaisante, même lorsqu'on a un cancer au stade métastatique, parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, le pronostic de certaines de ces pathologies a considérablement changé. Il y en a d'autres, malheureusement, le pronostic reste assez sombre, mais dans le cancer du sein, dans le cancer colorectal, dans le mélanome métastatique, dans certains cancers bronchopulmonaires, la donne a considérablement changé et il faut en tenir compte. Alors, bien sûr, en cardio-onco, on parle beaucoup d'insuffisance cardiaque, parce que c'est finalement là où il y a le plus de données dans la littérature. Et le consensus d'experts de la Société européenne de cardio, pour donner un peu des définitions, a permis d'uniformiser la définition de la cardiotoxicité en termes d'insuffisance cardiaque. Et il s'agit soit d'une insuffisance cardiaque cliniquement patente, soit d'une dysfonction ventriculaire gauche, on a très peu de données sur le ventricule droit, définie par une baisse de la fonction d'éjection ventriculaire gauche, donc la fonction radiale ventriculaire gauche, de 10 points ou plus en dessous de la valeur seuil de 50%, et ou la baisse du strain global longitudinal échocardiographique, qui est un indice de déformation longitudinale. Donc ces indices de déformation longitudinale rentrent dans le critère diagnostic de cardiotoxicité, même si certains experts questionnent cette définition. Alors en termes de chronologie, comment ça se passe lorsqu'un patient reçoit un traitement potentiellement cardiotoxique, qu'il s'agisse d'une cardiotoxicité impactant directement le myocyte ou bien via l'endothélium? Eh bien, le biomarqueur le plus sensible est la troponine. D'accord? Donc surtout avec les troponines ultrasensibles, c'est le biomarqueur le plus sensible et le plus précoce. Ensuite, certains patients, parmi ceux qui élèvent la troponine, peuvent éventuellement avoir une baisse de leurs indices de déformation longitudinale échocardiographique, donc ce qu'on appelle le strain global longitudinal. Ensuite, seulement certains de ces patients vont avoir une baisse de la fraction d'éjection ventriculaire gauche qui est mieux appréciée en échographie tridimensionnelle si c'est possible, car il y a moins de variations inter- et intra-observateurs, et c'est ce qui est préconisé par les sociétés savantes, pas toujours faisable. En tout cas, c'est la modalité d'imagerie, le biomarqueur de choix en termes d'imagerie cardiovasculaire au jour d'aujourd'hui pour la cardiodétection d'insuffisance cardiaque. Et seulement une minorité des patients développera ultérieurement des signes cliniques d'insuffisance cardiaque. Et en fait, toute l'hypothèse de travail en cardio-oncologie pour commencer cette journée, c'est une détection précoce pour une prise en charge précoce. Bien sûr, nous sommes au balbutiement de cette nouvelle sous-spécialité émergente et transversale, et on n'a pas beaucoup de recommandations, mais les données dans la littérature commencent à arriver et on commence à avoir des stratégies de prise en charge que l'on peut vous proposer. Alors,
D'un point de vue dogmatique, il existerait deux formes de cardiotoxicité sur le myocyte. La cardiotoxicité de type 1, dont le chef de file sont les anthracyclines, donc la doxorubicine, l'épirubicine, qui serait irréversible, dose dépendant, cumulatif. C'est vrai que l'incidence de l'insuffisance cardiaque chez les patients traités par anthracycline augmente de façon linéaire avec la dose totale cumulée reçue. Et lorsqu'on explante ces cœurs, c'est de la fibrose et de la nécrose. Et ensuite, un type 2 de cardiotoxicité sous la forme dont le chef de file serait le trastuzumab, les anticorps monoclonaux anti-HER2, que l'on donne notamment chez les patientes qui ont un cancer du sein qui surexprime HER2 avec une fiche positive, dans d'autres indications aussi, type cancer gastrique, mais c'est plus à la marge en termes de nombre de patients traités, et dont la cardiotoxicité serait réversible, dose indépendante, sans cumulation et très peu de données anatomopathologiques parce qu'il s'agit de cœurs qu'on explante moins. Mais en réalité, c'est beaucoup plus complexe car en oncologie ou en hématologie, ces patients reçoivent en général des traitements soit concomitants, soit serrés, et à moins qu'on parle de modèle murin ou cellulaire, il est parfois difficile de juger de façon certaine de l'imputabilité de telle ou telle molécule, même si on a une petite idée, et c'est notamment le cas, par exemple, quel est le parcours d'une cellule, d'une patiente qui a un cancer du sein qui surexprime HER2, eh bien, elle va recevoir donc un carcinome canalaire infiltrant et va recevoir 3 ou 4 cures d'épirubicine, qui est une anthracycline, qui génère du stress oxydatif qui abîme l'ADN, associé à du cyclophosphamide, donc il va y avoir une inhibition de la transcription de l'ADN, suivi ensuite de 9 à 12 injections de taxane, donc ça va être du taxol, ni le microtubule, et puis ensuite elle va avoir des anti-HER2 qui est également toxique, et puis par-dessus de la radiothérapie. Donc tout ça est pourvoyeur d'athérosclérose, d'insuffisance cardiaque. Donc voilà, les mécanismes sont beaucoup plus complexes. Et au niveau tertiaire, voilà, les dogmes type 1, type 2, c'est bien pour le secondaire, mais je pense qu'il faut aller un petit peu au-delà. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, il y a des thérapies ciblées qui ont émergé il y a déjà plus d'une dizaine d'années, qui sont mises sur le marché. Celles qui nous intéressent surtout en cardio-oncologie, et je pense que le professeur Michel Azizi l'abordera tout à l'heure, c'est l'effet des anti-angiogéniques, qui sont pourvoyeurs notamment d'hypertension artérielle, qu'il s'agisse d'anti-angiogéniques de type monoclonal ou des inhibiteurs de tyrosine kinase pris par voie orale. La radiothérapie, je vais l'aborder rapidement parce que je crois qu'il n'y a pas de présentation spécifique à cette thématique-là. Alors c'est vrai qu'en radiothérapie, les données dont on dispose émanent de cohortes, de séries longitudinales, souvent au niveau national, de patients, mais sur des décennies. Alors qu'en radiothérapie, il y a une véritable révolution en termes de préservation d'organes sains adjacents, qu'il s'agisse du cœur ou du poumon, avec des techniques de ciblage, du cyberknife, de la reconstruction 3D, de l'administration en apnée, qui a considérablement réduit les doses administrées, notamment au niveau du myocarde. Toujours est-il, peut-être que les données dont on dispose aujourd'hui ne s'appliquent pas aux patients qui reçoivent en 2020 de la radiothérapie, mais nous sommes néanmoins confrontés à des patients quadragénaires ou quinquagénaires, donc d'âge moyen, qui ont reçu de la radiothérapie avec des modalités qui sont à présent historiques et qui peuvent présenter en général une combinaison phénotypique assez variable d'un patient à l'autre, de insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Il y a rarement des dilatations, ce sont des petits cœurs rigides qui ont besoin de leur réserve en termes de fréquence cardiaque et à qui on donne rarement des bêta-bloqueurs parce qu'elles sont mal tolérées, de la péricardite, de la constriction, de la valvulopathie. On sait que les patients qui ont une bicuspidie en fait présentent un rétrécissement aortique sur leur bicuspidie 15-20 ans plus tôt qu'ils ne devraient s'ils n'avaient pas eu de radiothérapie, éventuellement une coronaropathie et souvent la coexistence de tout cela. Et les facteurs associés à la survenue d'une cardiopathie post-radique qui, je vous rappelle, se solde d'un risque relatif de mortalité post-opératoire lorsqu'on les opère en chirurgie cardiaque 3 fois supérieur à ceux qui n'ont pas de cardiopathie post-radique à pathologie par ailleurs légale, c'est-à-dire coronaropathie, valvulopathie, simple ou double geste, eh bien c'est la dose totale myocardique reçue et le fait d'avoir une cardiopathie sous-jacente. Donc typiquement une dame âgée de 70 ans
qui va avoir une irradiation pour un cancer du sein gauche, un risque relatif 3 fois supérieur par rapport à la dame qui a une irradiation du cœur au niveau du sein droit, de présenter une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, diagnostic qui n'est pas toujours aisé. Alors, après la cardiodétection, il faut la cardioprotection. Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, on n'est pas encore tout à fait à ce niveau-là. On sait, donc la cardiodétection, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est surtout l'échocardiographie, dans une moindre mesure l'IRM. Les biomarqueurs sériques, la troponine est intéressante, les données sont relativement cohérentes d'un papier à l'autre. La valeur prédictive négative de la troponine en fin de traitement par anthracycline est très bonne, c'est-à-dire que ces patients et ces patientes-là, en l'occurrence c'est des travaux essentiellement qui portent sur le cancer du sein, ont un risque très faible de développer une insuffisance cardiaque à distance. Lorsqu'on a une cardiotoxicité des anti-HER2, que la troponine s'élève, c'est une valeur pronostique, donc de non-récupération de la fraction d'éjection ventriculaire gauche. Donc la troponine est très intéressante à la fois détection et pronostic. En revanche, les peptides natriurétiques, que qu'il s'agisse du NP, pro-BNP ou du BNP, les résultats sont contradictoires et il n'est pas préconisé de s'en servir en pratique courante à visée cardio-détection. Après, quand on a un patient avec une insuffisance cardiaque, le BNP a une valeur prédictive. Et c'est pour cela que les recommandations de l'ASCO, donc la Société américaine de cardiologie, publiées le 17 janvier dernier, ne recommandent pas de biomarqueurs spécifiques parce qu'en fait, il y a tellement de modalités thérapeutiques différentes. Les papiers dont émanent ces données sont parfois un petit peu historiques, même s'ils ne datent que de 5-10 ans, les modalités thérapeutiques ne sont pas plus celles de maintenant. Et c'est pour ça que c'est important de garder à l'esprit que ce que l'on fait en cardio-oncologie, finalement, ne se base pas sur des données très robustes de la littérature à l'heure actuelle. Donc c'est essentiellement du consensus d'experts et pas tellement des recommandations. Mais il faut quand même prendre en charge nos patients. Et donc, nous, lorsqu'on avait mis en place un service de cardio-oncologie ici sur le site de Pompidou, et maintenant on collabore très étroitement avec leur cabane à Cochin et Gertrude Jura à Necker, eh bien, on s'était mis d'accord en fonction en partenariat avec Constance Thibault, qui est oncologue dans cet établissement, sur des algorithmes, comment fait-on avec le patient, même si on n'a pas beaucoup de données. Eh bien, c'est vraiment une approche intégrative entre la cardiopathie sous-jacente ou le profil de risque cardiovasculaire du patient d'une part, et les traitements qu'il ou elle va recevoir d'autre part, avec clairement la mise dans une filière de cardiodétection chez les patients et les patients qui sont sous anthracycline, mais aussi sous trastuzumab, et en fonction du profil de risque cardiovasculaire, soit des investigations plus approfondies ou non, avec essentiellement des investigations plus approfondies chez des patients qui soit développent une cardiotoxicité, soit ont un risque cardiovasculaire élevé, c'est-à-dire un risque d'événement cardiovasculaire de 10% à 10 ans. On les suit tous les 3 mois lorsqu'ils sont sous trastuzumab, à la fin du traitement par anthracycline, où on intercure lorsqu'ils ont une cardiopathie sous-jacente. Et en fait, on a pris la liberté de suivre ces algorithmes, car ils avaient été publiés par des experts, mais ce n'était pas endossé par une société savante. Donc en fait, le processus est un peu moins strict, mais au moins ça nous donnait des pistes sur ce que l'on peut faire avec nos patients. Et combien de temps faut-il les suivre à la fin du traitement? Eh bien, pour l'instant, c'est encore en questionnement. On pense que faire une échocardiographie 6 à 12 mois après la fin du traitement par anthracycline et ou trastuzumab, il faudrait le faire. Néanmoins, on a des données récentes qui montrent que chez des patients qui ont un cancer du sein, elles continuent à avoir un surrisque d'insuffisance cardiaque, y compris à 5, 10, 15 ans après. Par rapport à la population générale, il s'agit de données en épidémiologie en population générale de pays scandinaves, donc des données épidémiologiques assez robustes. Ceci étant dit, il n'y a pas que les anthracyclines ou le trastuzumab. Typiquement, on a d'autres molécules qui vont être traitées tout au long de la journée, comme par exemple les inhibiteurs tyrosine kinase, typiquement sunitinib, pazopanib, qui sont pourvoyeurs d'insuffisance cardiaque dans 9% des cas, exactement la même incidence que pour les anthracyclines, et pourtant les sociétés savantes ne préconisent pas de cardiodétection chez ces patients-là. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que le risque de leur cancer est plus élevé, parce que leur espérance de vie est moindre? C'est probablement le cas. Et puis d'autres molécules, type les inhibiteurs du protéasome, type carfilzomib, qui sont pourvoyeurs aussi d'insuffisance cardiaque cliniquement patente dans environ 10 à 15% des cas, avec de l'hypertension artérielle. C'est le docteur Gertrude Jura qui traitera cette question. En tout cas, il n'y a pas de recommandation des sociétés savantes, mais il faut peut-être
peut-être s'interroger sur le fait de mettre ces patients-là dans les filières de soins cardio. Alors la prévention, je vais aller un peu vite pour des questions de temps. En fait, on a voulu faire des essais randomisés contrôlés IEC bêta-bloqueurs chez tous les patients qui allaient recevoir des anthracyclines musulmans, des anti-HER2. Et c'est vrai que c'est un effet sur la FEBG, mais il n'y a aucun effet sur les endpoints cliniques. Et la dernière étude multicentrique coordonnée par Daniele Cardinale était négative. Pourquoi ? Parce que probablement, il faut introduire très tôt lorsqu'on constate une cardiotoxicité des IEC, les bêta-bloqueurs, mais traiter de façon aveugle tous les patients et toutes les patientes sans tenir compte de leurs risques au préalable et sans avoir sélectionné la population est probablement une des raisons pour la négativité de ces résultats. Et je pense qu'il faut s'inspirer de ce nouveau score qui a été publié le 21 décembre dernier, qui provient d'une étude portant sur 400 000 patientes avec cancer, avec une cohorte de 300 000 patientes pour l'élaboration de ce score et 100 000 patientes pour la validation de ce score. Et vous voyez que finalement, ce qui représente ce score montre que si vous avez un score à 25, c'est-à-dire la somme de ces différents points, vous voyez que c'est très âge dépendant, c'est-à-dire plus on est âgé, plus on a un risque d'événements cardiovasculaires composites à type d'insuffisance cardiaque, syndrome coronarien aigu, accident vasculaire cérébral à 5 puis 10 ans, essentiellement âge dépendant, avec une sommation du risque, donc on n'a pas besoin d'avoir quelque chose de très complexe sur un téléphone intelligent. Vous voyez que si vous avez un score de 25, eh bien le risque est de 10% à 10 ans, donc ça place ces patientes-là à haut risque cardiovasculaire. Donc peut-être que randomiser un traitement préventif en prévention primaire, il faudrait probablement sélectionner ces patientes qui sont particulièrement au risque. Et c'est ces patientes-là qu'on continue à suivre, nous, dans notre pratique, de façon annuelle, tous les 2 ans, à la recherche de complications ultérieures pour essayer de les prévenir. Donc il faut aller au-delà de l'insuffisance cardiaque. Michel Azizi traitera les anti-VEGF. Il y aura toute une session de thrombose anticoagulants, essentiellement thrombose veineuse profonde, mais aussi il y a des thromboses artérielles. Il faut savoir aussi qu'il y a des artéropathies oblitérantes extrêmement florides sous inhibiteurs de tyrosine kinase anti-BCR-ABL de 2e génération. Il faut savoir que ça existe et qu'il y a aussi d'autres complications, notamment rythmiques. Il peut y avoir de la fibrillation atriale, par exemple, mais ce qui nous inquiète le plus, finalement, ce sont les molécules qui allongent le QT, du fait du risque de torsade de pointe, de fibrillation ventriculaire et de mort subite attribuable, avec, comme vous pouvez le voir, plein de molécules différentes, des anti-angiogéniques, mais aussi des anti-BCR-ABL, des anti-CD4, CD6, des inhibiteurs tyrosine kinase de Bruton, l'arsenic, l'onzalutamide, qui est une hormonothérapie 2e génération. Donc il y a plein de molécules différentes données en oncologie chez des patients avec des maladies extrêmement hétérogènes qui sont pourvoyeuses d'allongement de QT. Et donc il faut savoir que quand un patient a une molécule qui finit en IB, par exemple, il faut peut-être regarder l'électrocardiogramme pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'allongement de QT et les traiter en accord. Il y aura Stéphane Ederi va traiter les myocardites sous immune checkpoint inhibiteurs, parce que comme je vous le disais en introduction, ça a considérablement changé le pronostic de beaucoup de maladies au stade métastatique, et le nombre de leurs indications est croissante d'année en année, avec de plus en plus de maladies et potentiellement dans le futur un stade beaucoup plus précoce. Donc il faut savoir que ça existe, il y aura une présentation dédiée. Et donc pour conclure, en cardio-oncologie, vous avez un patient ou une patiente qui vient avec son cancer, voir l'oncologue, sauf qu'il arrive ou elle arrive avec une cardiopathie sous-jacente ou un profil de risque cardiovasculaire. L'oncologue va proposer un traitement isolément ou en combinaison, des molécules, des thérapies ciblées, de la chimiothérapie classique, des thérapies ciblées, d'immunothérapie, et de plus en plus de combos, des associations, éventuellement des radiations médiastinales. Cardiologue, devenu cardio-oncologue, grâce à des biomarqueurs qui sont l'imagerie, éventuellement des biomarqueurs sérictiques, troponine, on va faciliter un projet thérapeutique. Et en cas de cardiotoxicité ou de vasculotoxicité, il faut bien sûr avoir une équipe en backup pour les prendre en charge, qu'il s'agisse de la cardiologie interventionnelle, l'USIC, l'AREA, les néphrologues, les hypertensiologues et les médecins vasculaires.
Les perspectives, ce sera traité, je pense, juste après. Il faut probablement commencer à faire de la médecine personnalisée, mais on n'a pas encore de données suffisantes. Entre la génétique, la culture cellulaire, l'IRM, avec des protocoles ultra rapides ou des thérapies comportementales, on verra ce qui nous permettra, dans les années qui viennent, de minimiser le risque de cardiotoxicité. Et je vous remercie de votre attention.